Il semble évident qu'il faut admettre désormais l'idée selon laquelle il y a deux types de planètes. Il y a les planètes qui sont dans un statut, je dirais, symbolique, et des planètes qui sont dans un statut opératif. Par statut opératif, j'entends des planètes dont la cyclicité astronomique, dont le passage à travers le zodiaque est significatif, est important. J'ai nommé, d'une part, la lunaison, la conjonction Soleil-Lune, d'autre part, Saturne, et c'est la division en 4 de son cycle au regard des 4 étoiles royales fixes. Cette position est attestée, me semble-t-il, par la théorie des domiciles et par celle des exaltations, ainsi que d'ailleurs par le dispositif des jours de la semaine. Dans tous les 3 cas, il y a une polarité luminaire Saturne. Chacun sait que, en fait, l'axe de symétrie des domiciles et l'axe solsticial, et qu'il est occupé à ces deux extrémités par les luminaires et par Saturne. Et c'est vrai également pour les exaltations, avec l'axe équinoxial, cette fois-ci, qui est occupé par, à un bout, les deux luminaires, et à l'autre bout, Saturne en balance. Et dans le cas de la semaine, nous avons les 2 premiers jours de la semaine, c'est-à-dire dimanche et lundi, et à l'autre bout, le 7e jour, qui est attribué à Saturne. Et au milieu, il y a 4 planètes. Ces 4 planètes-là, à savoir Mercure, Vénus, Mars et Jupiter, ne sont pas, selon moi, opératives. Cela veut dire qu'elles ne sont pas intéressantes au regard de leur parcours zodiacal. Mais elles ne sont intéressantes qu'au regard de leur position de leur sphère, si on peut dire, au sein du système solaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller étudier où elles se trouvent à un moment donné. Elles sont à tel endroit dans le système solaire, par exemple, Mars est entre Jupiter et la Terre, par exemple, ou Vénus est entre Mercure et la Terre. Voilà. Ils sont dans un rapport contextuel. Entendons par là que toutes les planètes ne sont pas nécessairement de ce que j'appellerais des vecteurs ou des curseurs. Elles ne sont pas nécessairement pertinentes au niveau de leur parcours zodiacal. Elles sont pertinentes au niveau de leur série, de leur appartenance à une série de planètes, comme par exemple l'a montré Jean-Pierre Nicolas dans sa théorie des âges, qui est une théorie purement symbolique, qui s'intéresse aux vitesses des planètes, mais qui ne s'intéresse pas à leur position à un instant T. En revanche, pour la Lune et le Soleil à côté, pour Saturne, c'est leur position à l'instant T qui nous intéresse. Alors ça, c'est une des cotes importantes, d'autant plus que nous faisons émerger à ce moment-là
4 planètes. 4 planètes qui sont symboliquement en correspondance, par la force des choses, avec les 4 éléments, les 4 saisons, les 4 signes fixes, enfin tout ce qu'on voudra. À savoir Mercure, Vénus, Mars et Jupiter. Ces 4 planètes nous intéressent sur le plan analogique, sur le plan symbolique, mais elles ne sont pas intéressantes au niveau de leur position dans le ciel, dans le zodiaque. Dans le ciel, oui, mais pas dans le zodiaque. On dira qu'une planète nous intéresse dans le zodiaque dans la mesure où on s'intéresse à son parcours, et non pas simplement, à sa verticalité par rapport aux autres planètes. À ce propos, d'ailleurs, en passant, je dirais qu'effectivement, ce qui nous intéresse, c'est le parcours d'une planète à travers le zodiaque, et non pas les interrelations qui existent entre les planètes. Mais dans le cas de planètes symboliques, de dieux planétaires symboliques, comme Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, effectivement, nous avons là une combinatoire conceptuelle intéressante. Et ce nombre 4, on le retrouve aussi, bien entendu, avec les 4 étoiles fixes royales. On le retrouve avec les 4 phases de la Lune en un mois. Nouvelle Lune, pleine Lune, Lune croissante, Lune décroissante. C'est pour ça que la notion de septénaire apparaît désormais comme totalement obsolète. Ce septénaire le mot septénaire est porteur d'une confusion, puisqu'il y a 2 groupes de planètes, un groupe de planètes qui sont là pour traverser le zodiaque, et un groupe de planètes qui sont là pour ponctuer les différents stades, si on peut dire, que ces premières planètes recouvrent. Alors, on peut dire, par exemple, que nous avons là 2 planètes intérieures et 2 planètes extérieures, par rapport à l'orbite de la Terre. Mercure correspondrait à l'été, Vénus au printemps, Mars à l'automne et Jupiter à l'hiver. Ils ont effectivement chacun une planète, un domicile, ça c'est pas un problème. Alors, je voudrais qu'on mette fin, donc normalement, d'après ce que je viens de dire, on n'a pas à s'intéresser à la position de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter dans le zodiaque. On ne peut s'intéresser qu'à leur position zodiacale de Saturne et des luminaires. Ça, donc, c'est une révolution importante. Bien entendu, ça exclut également Cérès, les transplutoniennes, les transsaturniennes, etc. On est donc à la fin, si vous voulez, de la théorie qui est celle du thème astral, en quelque sorte, de savoir de l'interpénétration, de l'interconnexion entre toutes les planètes du système solaire. Autrement dit, les planètes Mars, Vénus, Jupiter et Saturne ne sont là que pour donner une tonalité au parcours de Saturne ou des luminaires en 4 phases, non pas par leur présence dans le zodiaque, mais par leur présence dans la série planétaire qui va du Soleil à Saturne. C'est à ces résultats que nous sommes parvenus récemment, notamment à la suite d'une discussion avec des élèves de Lisa Morpurgo. Alors, donc exit ces planètes, ces 4 planètes, non pas parce qu'on ne va pas les utiliser sur le plan symbolique, mais on ne va plus les utiliser sur le plan de leur mouvement astronomique dans le zodiaque. Le zodiaque est réservé aux luminaires et à Saturne. Les autres planètes peuvent avoir leur statut
au sein du système solaire, comme l'a montré d'ailleurs Jean-Pierre Nicolas, à sa façon, mais pour moi, elles n'ont aucune raison d'exister sur le plan zodiacal. Sur le plan zodiacal, c'est le plan où on étudie le parcours d'une planète. Donc il y a le plan zodiacal, et puis il y a le plan, disons, de la disposition astronomique, que a bien exposé d'ailleurs Ptolémée quand il parle des domiciles, justement. Et donc à ce moment-là, effectivement, ce sont des plans différents. L'un est vertical, l'autre est horizontal. Enfin, on peut discuter là-dessus indéfiniment, c'est pas de problème. Et je crois que c'est important de le comprendre. D'autant plus que Mercure et Vénus, de toute façon, ne sont pas autonomes. Ils ne sont jamais très loin l'un de l'autre. Donc c'est pas très intéressant sur le plan planétaire, sur le plan astronomique. D'autant qu'ils sont proches du Soleil également. Ce qu'on appelle l'escorte solaire. Alors, je voudrais passer à un autre sujet, toujours dans le même ordre. Alors d'une part, regretter effectivement cette histoire de Mars-Vénus, de l'axe Mars-Vénus, qui est intéressant sur le plan symbolique, mais qui n'est pas intéressant sur le plan astronomique, si on peut dire, pour l'excellente raison que ce sont des planètes qui représentent justement le même axe en quelque sorte, mais inversé. On peut dire qu'une certaine manière, Vénus et Mars en exil, et Mars est une Vénus en exil. Mais alors le problème, c'est que dans la théorie des doubles domiciles, un des domiciles de Mars en Scorpion côtoie un domicile de Vénus côtoie en fait l'exil de Mars en Balance. Donc la position de domicile et la position d'exil de Mars, et c'est vrai pour Vénus aussi, se côtoient dans deux signes qui se suivent et en plus dans la même saison. Ce qui est complètement aberrant. Donc là, il y a un problème qui est provoqué justement par la théorie des doubles domiciles, qui fonctionne à peu près correctement, sauf pour justement Mars-Vénus. Et alors, ça a entraîné beaucoup d'erreurs, puisque par le biais des doubles domiciles, Mars se retrouve non seulement maître d'un signe d'automne, mais également maître d'un signe de printemps, et pour Vénus c'est l'inverse. Et ça c'est tout à fait fâcheux, parce que ça brouille totalement le discours astrologique. Il faut qu'une planète, comme Mars ou comme Vénus, soit associée à une saison et pas à deux saisons opposées. Ça n'a pas de sens. D'autant plus que Vénus ne peut normalement être associée à ce qu'on appelle les belles saisons, c'est-à-dire le printemps et l'été, et comme d'ailleurs Mercure, et que Mars ne peut être associé qu'à des mauvaises saisons, à savoir l'automne et l'hiver, comme Jupiter. Donc là, il y a quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça. Je ne parle même pas des exaltations, qui sont encore plus bizarres, avec un Jupiter, planète extérieure, en Cancer, donc sur les belles saisons, ce qui est effectivement assez aberrant, et puis une Vénus, planète intérieure, qui se trouve exaltée en Poisson, mauvaise saison, hiver. Ça ne va pas du tout. Mais ce qui me gêne le plus, si vous voulez, ce sont les définitions mêmes qui sont données de Mars et de Vénus, astrologiquement. Et c'est le caractère insatisfaisant des définitions proposées est lié notamment justement à la confusion concernant le rapport entre les planètes et les saisons. Donc on ne sait pas si Mars est plutôt du printemps que de l'automne. On arrive à des définitions très confuses de Mars, et inversement pour Vénus. Donc on ne peut pas jouer avec ça.
les confusions se répercutent sur les définitions. Je suis assez énervé par les discours qui sont uniquement articulés sur le langage, sur la sémantique. J'ai l'impression que beaucoup d'astrologues surinvestissent le langage et croient que les associations d'idées, les mots-clés qu'on associe à tel et tel concept constituent quoi que ce soit un raisonnement. Non, d'ailleurs c'est dans ce piège que sont tombés les Gauquelins, avec cette façon de croire que quand on a un mot important, on peut l'associer à toutes sortes de mots qui vous viennent à l'esprit. Une science ne se bâtit pas sur des associations d'idées, il faut être sérieux. Hein, bon. Alors, effectivement, j'ai proposé de définir Mars comme la planète de la verticalité, qui creuse, qui approfondit, qui traverse le temps, qui traverse les contextes successifs, comme un bulldozer, si on peut dire, qui déblaye en quelque sorte, alors que Vénus est la planète qui rajoute quelque chose, qui relie les choses entre elles, et qui les relie par des additions, on pourrait dire par exemple quelqu'un qui refait la peinture ou la façade, voilà, et qui utilise la même couleur pour toutes sortes de choses, qui va unifier de façon superficielle, par un vernis, par une couleur, un ensemble souvent hétérogène et hétéroclite. Il suffit par exemple de mettre des costumes à des gens pour qu'ils donnent l'impression d'une unité. Ça, c'est une stratégie très vénusienne. On harmonise les choses en rajoutant quelque chose. Et non pas en décantant, non pas en élaguant, comme le ferait Marx. Donc là, il y a une sorte d'incompatibilité d'humeur entre les Vénusiens et les Martiens qui est terrible et qui ne se résout pas, chacun ayant sa programmation, chacun donc ayant sa solution. Comment voulez-vous que quelqu'un qui raisonne de façon martienne s'entende avec quelqu'un qui raisonne de façon vénusienne? C'est pas possible. La seule chose qui soit possible, c'est qu'à certaines époques, ce sont les Martiens qui ont raison, en quelque sorte, à d'autres époques, ce sont les Vénusiens. Mais ils n'ont pas raison en même temps. Donc la notion de conjonction, c'est pour ça que ces deux planètes ne sont pas censées être étudiées au niveau de leur conjonction dans le ciel. Elles sont censées simplement être des concepts qui se suivent, comme dans le système RET de Nicolas, mais pas des planètes dont on va étudier les positions, les conjonctions, les aspects dans le zodiaque. Ça, c'est réservé à Saturne et aux étoiles fixes d'un côté, et à la lunaison de l'autre côté. Donc, effectivement, nous avons là une définition de Vénus qui est, j'aimerais dire par exemple, qui est représentée par le pinceau, n'est-ce pas? On badigeonne les objets de la même couleur pour qu'ils aient la même apparence. Et l'autre, c'est plutôt le scalpel qui creuse, qui coupe, qui découpe, et qui enlève, et qui décape, et qui déleste. Donc ce n'est pas du tout les mêmes solutions qui sont proposées. Et, voilà. Et donc effectivement, dans ce que j'appelle la phase bleue et la phase rouge, on ne va pas... ce sont les Vénusiens qui auront la primauté, la prédominance en phase bleue, et les Martiens en phase rouge. Et quand je dis les Vénusiens et les Martiens, là encore, je ne prétends pas déterminer qui est Vénusien et Martien d'après le thème natal, mais d'après un processus analogique de comportement qui est d'ailleurs de toute façon plus ou moins superposable avec la division entre hommes et femmes. Et donc, si vous voulez, l'astrologie, de toute façon, comme on vient de le voir, implicitement, elle est prévisionnelle. Tout ce qu'on vient de dire, la notion de cycle n'est pas une notion qui est compatible, a priori, ni avec le thème natal, ni avec l'étude d'un individu. C'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre d'un collectif qui est vécu par phases successives. C'est d'ailleurs dans les années 30, les premiers horoscopes des journaux
étudier, non pas, ne découpez pas les gens par catégorie, mais étudier les configurations du moment pour l'ensemble des gens. Qui me paraît beaucoup plus valable, entre parenthèses. Sortir le nom, ah oui, mais à ce moment-là, tout le monde a le même destin, etc. Mais pourquoi pas? Sur les grandes lignes, c'est pas du tout incompatible. Donc effectivement, il y a une prévision, il y a une cyclicité qu'on peut définir par les 4 planètes symboliques, qu'on peut définir autrement. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Moi, je préfère la dualité à la quadruplicité. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. De toute façon, s'il y a 2 phases, il y a toujours des phases intermédiaires, de toute manière. On passe du 1 au 2 par présence et absence, et puis ensuite on passe du 2 au 4 par le processus des transitions. Mais chaque phase n'est pas égale. Il y a les 2 principaux pôles, et puis il y a des pôles intermédiaires. Qui sont aussi, par exemple, le printemps et l'automne, qui sont aussi des phases intermédiaires entre les grands pôles que sont le solstice hiver-été. Alors il est fort regrettable, j'ai assisté à plusieurs réunions de présentation de l'astrologie, que d'entrée de jeu, on mette l'accent avant tout sur le thème natal, sur les facteurs qui permettent de déterminer ce qui caractérise une personne, d'après son thème. Je considère que c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. L'astrologie doit avant tout se présenter comme une méthodologie prévisionnelle, comme une méthodologie cyclique, qui s'intéresse d'abord à la succession des temps et des phases avant d'aller étudier ce qui est propre à un individu donné, qui d'ailleurs me paraît, très franchement, pas dans ses cordes. En tout cas, il y a une priorité. L'astrologie mondiale, si on veut, est prioritaire par rapport à l'astrologie individuelle du thème natal. Ce qui me gêne aussi beaucoup, c'est cette idée d'une sorte de solidarité du septénaire, et parfois même plus que ça, si on ajoute les transsaturniennes. Et à ce moment-là, ça permet à certaines personnes de calculer le nombre de planètes qu'on a sous l'horizon, le nombre de planètes qu'on a dans tel élément, le nombre de planètes qu'on a à gauche ou à droite de l'axe méridien, etc., etc. Tout ça me paraît ridicule. Il n'y a aucune raison de considérer que le système solaire constitue un ensemble d'un seul tenant, solidaire, interactif. Je ne pense pas que... En tout cas, ça va à l'encontre de ce qu'on a dit tout à l'heure. Je ne pense pas du tout que toutes ces planètes doivent être étudiées dans leur position dans le zodiaque, de toute façon. Parce qu'on vient de dire que les seules positions zodiacales qui sont pertinentes, c'est celle de Saturne et celle des luminaires. Donc on n'a pas étudié la position de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter dans le zodiaque. Et encore moins, bien entendu, celle d'Uranus, Neptune, Pluton et compagnie. Ça va de soi. Et c'est regrettable que les astronomes n'aient pas compris qu'il y avait une erreur d'interprétation concernant ce fameux dispositif des maîtrises, et que dans les maîtrises, il n'y avait pas tout à étudier d'un point de vue astronomique. Et la preuve en est d'ailleurs que Manilius, un siècle avant Ptolémée, associe aux signes zodiacaux des divinités qui ne sont pas astronomiques. Eh bien, Mars, Jupiter et Saturne, Mars, Jupiter, Vénus et Mercure ne sont pas non plus astronomiques, mais on les a quand même mis dans le ciel parce qu'elles constituent un ensemble de 4 pôles intéressants, de 4 facteurs intéressants. On aurait peut-être pu en mettre d'autres, hein, c'est un autre problème. En tout cas, on a mis ces 4-là, Mercure, Jupiter, Vénus, Mars. Ce sont des notions, des archétypes qu'on peut assez bien sentir. Bon. Enfin, toujours est-il que de toute façon, donc c'est pour moi, quelque part, la découverte de ces 4 planètes
est comparable à la découverte, si on peut dire, des 4 étoiles fixes royales. On est dans le 4. En fait. Tout est dans le 4, ou dans le 8, beaucoup plus que dans le 12. Cela dit, effectivement, il y a 12 lunaisons qui se retrouvent dans chaque signe, enfin qui déterminent d'ailleurs en quelque sorte les signes zodiacaux de toute façon. Normalement, le signe zodiacal devrait commencer avec les lunaisons et en quelque sorte avec le mois lunaire juif ou musulman. Ce que font d'ailleurs les gens du centre d'études de la Kabbale, qui a eu des périodes intéressantes, avec notamment des publications de Berg, du rabbin Berg, Philippe Berg, je crois. Donc, effectivement, je voudrais parler maintenant d'un de mes sujets favoris, à savoir faire un peu l'actualité. Et en revenant toujours sur la question de la phase rouge et de la phase bleue. Alors, une règle fondamentale, c'est que, en phase rouge, ce qui marche le plus, c'est la notion de retour. C'est-à-dire qu'il faut avoir un petit peu été absent pour faire acte de présence. Dans le domaine où on est trop présent, on ne peut pas jouer la carte de la phase rouge. Il faut qu'il y ait c'est un peu comme le passage du jour et de la nuit. On apprécie d'autant plus le jour qu'il y a eu la nuit. On apprécie d'autant plus l'été qu'il y a eu l'hiver, etc. Donc effectivement, stratégiquement, quelqu'un qui veut profiter d'une phase rouge doit, dans un domaine donné, doit dans ce même domaine avoir pris de la distance, s'être fait un petit peu oublier ou négliger. Et à ce moment-là, il y a une motivation à le remettre au premier plan, à reparler de lui, à le rappeler. S'il a toujours été là, et s'il a toujours été là très présent, il n'y a aucune raison de le rappeler, puisqu'il n'a pas disparu. Donc il faut disparaître pour qu'on puisse vous rappeler. Il faut s'être mis en veilleuse pour qu'on puisse rallumer votre flamme, etc. C'est pour cela que, en prévision, c'est le cas de dire, des élections présidentielles 2012 en France, et ailleurs d'ailleurs, eh bien, il est conseillé, au nom de l'astrologie que nous défendons, l'astrologie double carré, il est conseillé de mettre en avant des personnages qui étaient un petit peu éclipsés. C'est notamment le cas de François Hollande, par exemple, au PS, qui a bénéficié justement de cette prime à celui dont on n'entendait plus beaucoup parler et qui avait été un petit peu mis sur la touche. Ce n'est évidemment pas le cas de Martine Aubry, qui avait toujours été, jusqu'à la veille des élections primaires, si on peut dire, ou des primaires, qui a toujours été à la tête du Parti Socialiste officiellement, premier secrétaire. Bon, alors je disais aussi dans un article, dont je reprends les données, que en France, comme aux États-Unis d'ailleurs, l'important aussi c'est le ticket. Ticket, c'est-à-dire qu'effectivement, le président fait campagne avec son vice-président. En France, ça s'est produit parfois. Le ticket, par exemple, Defer et Mendes France, le ticket, c'est-à-dire que le président est élu, enfin se présente à l'élection plutôt, en compagnie de son futur Premier ministre, son premier futur Premier ministre. Donc effectivement, le Premier ministre, en plus il peut changer sous la Ve République, plus difficilement aux États-Unis d'ailleurs, ça se fait moins, il y a moins d'exemples, moins précédents.
Mais en tout cas, le président public peut changer de Premier ministre. Le Premier ministre peut très bien démissionner, comme ça a été le cas de Jacques Chirac en 1976, sous Giscard d'Estaing, ce qui a amené l'avènement de Raymond Barre, pendant quand même 5 ans, et, puisque à l'époque c'était un septennat. Et donc effectivement, Raymond Barre, qu'on ne connaissait pas beaucoup, donc qui émerge en quelque sorte, et qui a l'avantage d'être un nouveau personnage. Parce que la phase rouge, c'est que finalement, quelque part, soit c'est la récompense de l'absence, mais c'est d'une manière générale la récompense non pas de la jeunesse, mais en tout cas de la nouveauté. La nouveauté, c'est-à-dire quelqu'un dont on a... Bon, peut-être un étranger. Quelqu'un qui est neuf, comme dirait Hollande. Il est neuf, il n'est pas nouveau, mais il est neuf. Et il vient, il n'était pas là, il n'était pas présent. Donc maintenant, il revient de son absence. Donc ça c'est vraiment un essentiel, un nœud psychologique fondamental. En phase rouge, quelque chose qui revient, qui redevient signifiant, et qui avait été un petit peu décoté, déconsidéré pendant les années précédentes, qui avaient précédé. Donc c'est comme ça qu'on retrouve. Alors inversement, évidemment, la phase bleue, quand elle arrive, tend à relativiser, à minimiser le poids du passé, l'anamnèse, et à parler surtout de l'avenir et d'affirmer que l'humanité ne doit pas dépendre en quelque sorte du passé, de personnages qui ont été fortement marquants dans le passé, mais qu'elle doit, pour justement réaliser des valeurs de parité, d'égalité, elle doit absolument aller de l'avant, élaborer un système qui crée ses propres structures, qui crée ses propres valeurs, qui crée ses propres effectifs, et qui n'a pas besoin de se référer à un quelconque passé. Et ça, c'est ce que les rouges détestent, cette idée de mettre entre parenthèses, ou même de disqualifier, de reporter ou de rejeter tout ce qui est passé, et un passé qui différencie bien sûr les gens les uns des autres, et de dire que ce qui est important, c'est ce qu'on va construire, c'est l'avenir, voilà. Aussi, il y a des contentions très importantes entre les gens sur ce point, qui ne sont pas d'ordre astrologique à proprement parler. Hein. Ce n'est pas une question d'avoir tel thème astral, mais c'est une question viscérale qui implique directement l'astrologie. De toute façon, l'astrologie est indissociable de questions de société, de questions de civilisation. Mais ça ne veut pas dire que ça fasse partie d'elle. C'est un sujet assez délicat. En tout cas, si on n'a pas maîtrisé ces notions de Mars-Vénus, de masculin et de féminin, on va nulle part en astrologie. Alors, donc pour la droite, effectivement, il faudrait choisir un Premier ministre qui soit quelqu'un qui revient un petit peu sur la scène. Alors Sarkozy, évidemment, peut se refaire réélire, mais comme il n'est vraiment pas disparu pendant ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire, il faut qu'il s'associe à quelqu'un qui, lui, est un revenant. Alors idéalement, mais alors là on va me dire que j'exagère, idéalement on aurait pu imaginer quelqu'un comme DSK, qui est un revenant d'une part parce qu'il a servi à l'étranger pendant des années. Alors, il était dans une sorte d'exil doré au FMI à Washington, je crois. Et puis d'autre part parce qu'effectivement il a été emprisonné et qu'il en est ressorti. Un peu comme Gilad Shalit en Israël, a mis 5 ans pour sortir des geôles palestiniennes et pour être retourné et restitué à sa famille, à son pays, en contrepartie d'un millier
de prisonniers au passé terroriste assez évident. Et d'une certaine manière, je pense que c'est une erreur d'avoir accepté cet échange, parce que si dans l'absolu, 1000 terroristes de plus ou de moins, ça ne change rien, vu qu'il y en a probablement des dizaines de milliers en Palestine, mais il n'empêche que ces dizaines de milliers ne seront pas auréolés de la même façon que ces 1000 personnages qui sortent des prisons israéliennes et qui vont constituer, je m'en mettrai ma main au feu, qui vont constituer un prochain vivier de leaders palestiniens. Et ils passeront bien. Ils seront peut-être plus des terroristes, ça c'est notre problème. Mais en tout cas, Israël a fourni à la Palestine une fournée de leaders charismatiques, auréolés donc de leur passage et puis de leurs crimes, tout simplement, de leur passage dans les prisons israéliennes et de leurs crimes. Et ça, je crois que c'est une erreur parce que on va avoir un excellent leadership en Palestine, fourni justement par Israël. Israël n'a pas fourni 1000 terroristes aux Palestiniens, mais il a fourni 1000 leaders, 1000 cadres. Et ça, j'en suis convaincu. Quand bien même ils ne récidiveraient pas dans leur tentative de kamikaze, etc. Alors, le cas de Gilad Shalit est intéressant parce qu'effectivement, c'est un personnage qui est assez falot. C'est un sergent, il n'a jamais pris de risque, il n'a pas voulu, il n'a pas été dans une mission suicide, quoi que ce soit. Il s'est fait prendre à la suite d'un tunnel qui a été creusé, et puis les Palestiniens ont fait ça pendant longtemps, et puis finalement ils sont arrivés à le capturer. Mais je veux dire qu'il n'a pas fait preuve d'un courage particulier. Il a survécu, il est en bonne santé, tout ce qu'on veut. Il a 24 ans. Mais je veux dire que là, on est dans une situation presque symbolique. C'est-à-dire que voilà, bon, quelqu'un était en prison, il a été capturé, on l'a retenu, dans des conditions d'ailleurs assez lamentables. Et puis, tout d'un coup, on le relâche. Bon, très bien. Et je ne pense pas que Gaïd va faire une grande carrière politique immédiatement. Peut-être par la suite, on va dire, il est quand même un peu jeune. Quoique, le nombre des années n'est pas concluant. Bon, c'est un autre problème. Mais je veux dire par là que le fait d'avoir été emprisonné, le fait d'avoir été exilé, apporte effectivement un plus à la personne en face rouge. Parce que là, le passé est marquant. En revanche, en face bleue, les gens qui ont un passé trop lourd, c'est pas forcément positif. Parce que ce passé trop lourd, il va interférer avec la dynamique du système qui n'a que faire en quelque sorte de ces considérations passéistes. Et ça une parenthèse intéressante sur le rapport entre les catholiques et les juifs, parce que effectivement les juifs s'appuyaient sur une lignée, sur une tradition, sur presque une dynastie en quelque sorte, alors que les chrétiens, les catholiques, pour commencer, se présentaient comme étant finalement des gens qui sont le produit d'un système. Un système qui peut transformer toute personne, qui est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de sélection particulière. Toute personne de bonne volonté qui veut bien adopter telle et telle règle, d'ailleurs qu'il n'y en a pas énormément, eh bien cette personne-là, par le biais du baptême, enfin toutes sortes de choses, elle va effectivement être un homme nouveau, un être nouveau. Et ce sont ces hommes nouveaux qui priment en quelque sorte dans ces contextes-là sur justement l'Ancien Testament, par opposition au Nouveau Testament, sur l'Ancien Testament, sur les Hébreux qui appartiennent à un autre temps, etc. etc. Effectivement,
on retrouve cette problématique rouge et bleu. Le bleu remettant en question les acquis anciens, les vies antérieures, tout ce qu'on veut, les droits antérieurs qui sont qui faussent le déroulement du nouveau système. Le nouveau système, lui, il veut que les gens qui sont mis en avant lui doivent tout. Qu'ils soient les créatures du système. Alors que dans la phase rouge, on va plutôt chercher à retrouver, à récupérer des gens qui ont été importants, ou en tout cas qui ont été absents, et qui constituent donc par la force des choses une alternance, un renouvellement. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Alors, je reviens sur ces présentations de l'astrologie que j'ai filmées et que je mettrai bientôt en ligne, concernant justement comment on présente l'astrologie. Alors, moi je dis toujours, enfin je le dis maintenant, effectivement, je dis que les gens n'ont que faire de discours sur la diversité des caractères, des tempéraments, des pays, des situations, etc. C'est pas qu'ils n'en ont que faire, mais je veux dire, ce sont des affaires bien connues. Tout le monde est capable de parler pendant des heures de toutes sortes de différences entre les uns et les autres, tel pays, telle personne, telle société, tel appareil. Nous sommes devenus des grands spécialistes pour distinguer les produits, les gens les uns des autres. Or, c'est ce créneau qu'essaye d'exploiter également l'astrologie. Alors, à mon avis, c'est une erreur stratégique, hein, parce que, bon, on n'a pas besoin de l'astrologie pour s'amuser à classer les gens. Tout le monde sait très bien faire ça, en fait. En revanche, en ce qui concerne les prévisions, la datation, les changements de phase, alors là, les gens sont beaucoup moins fiers, beaucoup moins fringants, et dans ce cas-là, effectivement, il y a un retard que l'astrologie pourrait combler pour l'humanité. L'humanité est en retard au niveau de ses méthodes prévisionnelles, ça c'est une évidence. Elle ne comprend pas quels sont les cycles qui la sous-tendent, et ça c'est un problème. Donc effectivement, l'astrologie doit répondre avant tout en priorité à ce problème, la solution de ce problème. À mon avis, on en est parfaitement capable, à condition, encore une fois, de créer des outils simples, faciles à utiliser, faciles à manier, faciles à emporter. Or, dès qu'on parle du thème natal, ça devient tout de suite l'usine à gaz, toutes sortes de choses qu'il faut combiner, parce que si on commence déjà à vous dire qu'il faut combiner dans une personnalité les positions de 8 planètes ou de plus, enfin, peu importe, et chaque planète étant dans un certain signe, dans une certaine maison aussi, sous l'horizon, au-dessus de l'horizon, dans une certaine position, donc voilà, et alors on parle de Michel Gauquelin, comme quoi il aurait trouvé certaines choses, ça c'est un autre problème encore, mais ce qui est clair, c'est que vouloir combiner, considérer que la personne est la résultante et la synthèse de 8 ou 10 positions planétaires chaque fois dans un signe zodiacal ou dans une maison, tout ça est aberrant. Ça conduit effectivement à un travail de synthèse, de combinatoire de tous ces facteurs qui est assez astreignant et qui peut justifier effectivement le travail de l'astrologue pour qu'il fasse la synthèse, etc. Voilà, donc c'est une façon corporatiste, en quelque sorte, de perpétuer un métier
qui est de plus en plus contesté. Et pourquoi est-il contesté? Il est contesté, j'ai réfléchi depuis peu à ce sujet, enfin à nouveau depuis justement le Salon Z, où la question a été posée, pourquoi y a-t-il si peu d'astrologues dans ces salons? Eh bien, je crois que la réponse, elle est très claire, avec le recul de quelques semaines, à savoir que l'astrologie n'est pas en quelque sorte interventionniste. Elle n'est pas, même quelque part, elle n'est pas thérapeutique. C'est-à-dire qu'elle ne prétend pas, elle décrit, mais elle ne prescrit pas. Je dirais même que ça fait partie de la déontologie de l'astrologue de ne pas prescrire. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire? Ça veut dire que, effectivement, l'astrologue peut désigner des problèmes, mais il ne va pas s'occuper de les résoudre. Parfois, il dit d'ailleurs que le fait simplement de les désigner suffirait à les résoudre. Enfin, ça, c'est un petit peu optimiste. En tout cas, si tant est qu'il soit capable de faire quoi que ce soit dans ce genre. Mais en tout cas, il doit effectivement... il ne peut pas aujourd'hui faire autre chose que de les décrire, et la personne s'en va. Non seulement elle s'en va sans aucun document, sans aucun outil. Elle va peut-être avoir une cassette, enfin bon, c'est très confus une cassette. Elle s'en va sans aucun document, mais en plus, il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire l'astrologue ne s'intéresse pas au fait que la personne va pouvoir améliorer sa condition. Et c'est l'opposé du coaching. Donc l'astrologie n'est pas un coaching. Enfin, d'une manière générale, la pratique actuelle de l'astrologie n'est pas celle de la coaching, même si ça peut exister. Mais le coaching, c'est quelqu'un qui accompagne une personne, qui la prend par la main, qui la pousse, qui la motive. Et ça n'a rien à voir avec la consultation astrologique ponctuelle, quand bien même y aurait-il de temps en temps des rappels ou des appels. Effectivement. Donc effectivement, on reproche à l'astrologie, et je le vois bien dans le salon du Zen, on le reproche à l'astrologie, en fin de compte, de ne pas chercher à résoudre les problèmes. Et c'est vrai que c'est un petit peu énervant quand on va voir un astrologue qui nous annonce des choses, mais ne nous dit pas comment on peut éviter la chose, comment on peut corriger le tir. Et effectivement, beaucoup de ces pratiques qui sont dans le cadre du bien-être, elles, au contraire, mettent en avant le fait que l'on va véritablement accompagner la personne pour qu'elle résolve ses problèmes, et on ne va pas simplement lui donner un petit coup de pouce au début, et puis après, c'est terminé. Donc, effectivement, la notion de guérison, la notion de traitement, reste largement étrangère au statut astrologique, à la condition d'astrologue. Moi, j'ai fait en 1979, j'ai soutenu une thèse sur le judaïsme et l'astrologie. Et bien dans cette thèse, il était clair que les gens pouvaient neutraliser certaines choses de leur thème astral par des comportements particulièrement charitables, particulièrement empathiques, et tout simplement par le respect de la loi juive, par le respect de la religion juive, qui va empêcher un certain nombre de choses de se concrétiser. Donc il y a effectivement des méthodes qui consistent effectivement à corriger les choses. Effectivement, ça peut basculer dans les talismans, dans les pentacles. Bon, de toute façon, moi, ça m'est un peu égal tout ça, mais je veux dire que il faut reconnaître que c'est ça le problème, c'est que l'astrologie, les gens, ils veulent non seulement qu'on leur dise ce qui va leur arriver, mais ils veulent qu'on les aide à franchir certains caps par quels que soient les moyens, par la magie, par les incantations, parce que tout ce qu'on voudra, mais ils attendent une forme de soutien, de protection. Et ça, les astrologues ne sont pas tellement d'accord, ne sont pas tellement chauds pour ça. On les comprend d'ailleurs. Mais
ça expliquerait pourquoi, effectivement, l'astrologie n'est plus tellement bien vue. C'est pas tellement qu'elle est mal vue, mais c'est que, en fin de compte, elle n'est pas assez démagogique, je dirais presque, à la limite, c'est-à-dire qu'elle ne prétend pas, l'astrologue n'est pas censé prétendre corriger, améliorer les choses par toutes sortes de procédés, de méthodes. Bon, alors, en revanche, comme j'ai déjà dit dans d'autres causeries, en revanche, il me semble absolument essentiel de fournir aux clients des outils. Et l'outil, c'est aussi quelque chose de concret qui ressort de la consultation. Donc c'est quelque chose qui va accompagner aussi la personne, non pas par le fait d'un coach, je dirais, qui va suivre la personne, mais d'un outil qui est lui-même une sorte de coach, en quelque sorte. Surtout que c'est un outil prévisionnel, un outil de phase. Donc, en quelque sorte, on a une sorte de coaching, le modèle coach, que l'astrologie, dont l'astrologie disposerait, l'astrologie prévisionnelle. Ce que nous avons dans le collimateur actuellement, ce n'est pas l'astrologie prévisionnelle. C'est surtout l'astrologie, l'astropsychologie. C'est-à-dire que l'astrologie individuelle. Alors, cette gageure de vouloir utiliser l'astrologie pour décrire l'individu dans sa spécificité, moi, ça me paraît incroyable. Ça me paraît, c'est un truc qui est complètement abandonné, qui n'a rien à voir avec l'astrologie. Et pourtant qui est au cœur de l'astrologie actuelle, c'est le paradoxe. Comme quoi. Et donc, effectivement, l'astrologue est un petit peu rejeté parce qu'il ne donne rien, il ne dispose de... C'est ce qu'on lui reproche, en fin de compte, à mon avis. Il ne dispose d'aucune stratégie, d'aucune méthodologie, d'aucun système qui lui permette d'améliorer les choses. D'améliorer les choses, de faire que la personne soit plus efficiente, mieux préparée, plus efficace. Ça, c'est quelque chose que l'astrologie n'est pas en mesure d'apporter et qui, effectivement, la disqualifie par rapport à des disciplines qui sont beaucoup moins structurées, comme celles qu'on peut trouver, justement, au salon zen ou au salon du bien-être, et qui semblent avoir développé des potentialités permettant justement à la personne de se purifier, de s'harmoniser, comme dirait notre ami Köchtel, là, que j'ai interviewé, qui est quelqu'un qui est plutôt dans les pentacles, dans les mantras. Et effectivement, la prière, c'est aussi la volonté, l'espoir de pouvoir changer de vie, changer de style de vie, changer de conditions de vie. Et on attend du praticien, du conseiller, qu'il trouve les moyens de nous aider à changer quelque chose dans notre vie. Et paradoxalement, l'astrologie qui est censée parler du changement, finalement, quand on lui demande de nous aider à changer quelque chose, elle n'est pas toujours présente. Et effectivement, c'est un paradoxe, parce que l'astrologie, justement, elle prévoit, donc elle est censée prévoir, et donc elle est censée parler du changement. Et en même temps, ce changement, elle ne l'attend pas avec beaucoup de sérénité, et donc effectivement, quand elle se présente aux élèves, aux stagiaires qui viennent dans un séminaire pour s'initier à l'astrologie, eh bien, on va éviter de parler de ce sujet qui fâche, qui est celui de la cyclicité, qui est celui de la prévision, alors qu'on est totalement au cœur de ces questions-là en astrologie, et on va nous bassiner avec des questions de typologie, un tel est comme ceci, un tel est comme cela, on va parfois l'impression des caractères de la Bruyère, ou des fables de La Fontaine, je ne sais pas, et tout cela est d'un intérêt assez limité. Et effectivement, pourtant, l'astrologie, quand on la regarde de loin, elle est d'abord une science du mouvement des choses.
elle est une science du temps, elle n'est pas une science de l'espace. Donc le thème astral, c'est quelque chose qui est d'ordre du spatial. Ça n'a pas de raison d'être en astrologie.